Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Nos forêts sont de plus en plus fréquentées par les chasseurs, les cueilleurs de champignons, les sportifs, les promeneurs. Oui, mais à qui appartient cette forêt? C'est le cœur du débat d'aujourd'hui avec trois invités sur ce plateau. Tout d'abord Daniel Bouchot, qui est le président du comité de Haute-Saône de la Fédération française de randonnée. Face à lui, Pierre Fevrier, qui est le directeur de la Fédération des chasseurs du département du Doubs. Et puis Gilles Benest, qui représente ici France Nature Environnement. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, réagir à cette émission grâce à Twitter et au hashtag DimpolFC comme dimanche en politique Franche-Comté. Alors on commence par un témoignage recueilli par Thierry Chauffour et Denis Coll, un témoignage exceptionnel. Denis Visco a fait la une de l'actualité il y a 3 ans, il s'en serait bien passé. Alors qu'il fait du VTT avec des amis en forêt à Venise, près de Besançon, il reçoit un éclat de balle d'un chasseur, elle lui traverse l'avant-bras. Dans le cœur ou dans la tête, il serait mort. La suite de l'histoire est aussi édifiante, on l'écoute. J'ai entendu 3 coups de fusil, enfin 2, et puis le troisième, c'est un éclat de balle qui m'a touché à l'avant-bras. Sur le coup, le chasseur est venu parce qu'il a eu la peur de sa vie, lui aussi, je pense. Heureusement, j'avais des amis vététistes, dont un est pompier, c'est lui qui m'a fait les premiers soins, à Le Garot, en attendant que les secours arrivent. Et après, plus aucune nouvelle, quoi. Les chasseurs, ça va faire 3 ans que ça s'est produit, j'ai eu absolument aucune nouvelle. La prévention, dès que j'entends un coup de feu, que ce soit à pied, mais honnêtement, je revois la scène. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était l'an dernier, dans la forêt de Venise. On est retombé sur le groupe de chasseurs. Je ne sais pas si c'était les mêmes, mais il y en a un, on a pris un chemin qui n'était pas balisé, enfin, contre, il n'y avait pas de marquage particulier, pas de chasse en cours, rien. On arrive au bout de ce chemin, les chasseurs nous ont menacés, nous ont dit que si on allait passer devant eux, on risquait de se prendre une balle. Et il y en a même un qui m'a reconnu et qui m'a dit, donc toi mon gars, ça t'a pas servi de leçon. Alors tout de suite, Pierre Fevrier, en tant que directeur de la Fédération des chasseurs du Doubs, je me tourne vers vous. Vous en pensez quoi de ce genre d'attitude? Je suis affligé. Il n'y a pas d'autre mot. C'est absolument affligeant de tenir ce genre de propos et d'avoir ce genre d'attitude. Ça, c'est clair. Ce que je voudrais juste préciser, c'est qu'à l'époque de l'accident, j'étais déjà en fonction et le président de la fédération a tenté de rentrer en contact avec la personne via son entourage et il lui a été répondu qu'il fallait attendre un petit peu et depuis, il n'y a pas de nouvelles. Je pense que c'est de ce point de vue-là, plutôt un malentendu, parce que chaque fois qu'on a un souci, on prend contact avec la personne et on essaye d'échanger avec elle. Alors, Daniel Bouchot, vous êtes donc, comme je le disais, représentant du comité pour la Haute-Saône de France, de la Fédération française de randonnée. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu peur en forêt, en Haute-Saône? Non, mais on a une pratique tout à fait simple. On prévient les chasseurs, on a leur téléphone 15 jours avant, ils nous précisent leur plan de chasse. Et c'est vous qui vous adaptez? Et on s'adapte ou eux s'adaptent. Ah, ça peut aller dans les deux sens? Tout à fait, ça va dans les deux sens. Et c'est même très souvent les chasseurs qui déplacent leur chasse pour nous. Mais vous êtes formel, à titre personnel, vous n'avez jamais eu peur en Haute-Saône? Jamais. Je me tourne vers vous qui représentez France Nature Environnement, Gilles Benest. Vous avez déjà eu peur des chasseurs? Quand j'étais gamin, on se promenait en forêt en criant. Ça résolvait beaucoup de problèmes. Et maintenant, vous ne criez plus quand vous vous promenez en forêt? J'essaye d'écouter les chants d'oiseaux, des choses comme ça. On essaye d'éviter les moments où il y a des coups de fusil ou même des moteurs, parce qu'il n'y a pas que les chasseurs qui dérangent dans la forêt. Une question, Pierre Fevrier, quand on se promène en forêt et qu'on a affaire à des chasseurs agressifs, en tant que citoyen lambda, on a quoi comme, j'allais dire, solution? Mis à part peut-être de faire demi-tour parce qu'eux, ils sont armés et nous pas. Oui, c'est possible. Je pense qu'il n'y a pas de vrai... Quand on a affaire à quelqu'un d'agressif, qu'il soit chasseur qu'il soit armé ou pas... Il faut mieux tourner les talons, partir. Il vaut mieux tourner les talons. On va pas chercher non, mais après, on peut s'adresser au maire de la commune, au président de la société de chasse, on peut faire des choses comme ça.
Les deux, et puis à la fédération. À la Il fédération. faut nous appeler. Quand il y a un souci, on tentera de le résoudre. Et il faut savoir aussi que ce type d'attitude peut être sanctionné. Donc, le cas échéant, une personne peut se voir retirer son droit de chasser parce qu'elle a ce genre d'attitude inacceptable. Justement, on va parler maintenant de la sécurité. Donc c'est un exemple malheureux qui s'est passé il y a 3 ans dans la forêt de Venise. Pour la saison 2017-2018, en France, on a décompté 113 accidents de chasse, dont 13 mortels. Ce sont des chiffres qui proviennent de l'Office national de la chasse. Mais la sécurité, c'est une préoccupation pour vous à la Fédération du Doubs. Vous avez même été la première fédération de France à instaurer une formation obligatoire. Parce que vous étiez conscient qu'il ne fallait pas confier un fusil à n'importe qui. Bien sûr, pour nous, c'est un souci majeur et quotidien. Un accident, c'est un accident de trop. Donc, face à ça, il y a un certain nombre d'outils qu'il faut développer. On va en parler, on est là pour le faire. Qu'il faut développer pour tenter qu'il n'y en ait plus un seul. Et vous formez à peu près 1 millier de chasseurs par an dans le département. Voilà. En 2011, on a décidé que chaque chasseur du département devait avoir suivi une formation sanctionnée par une attestation à la sécurité, à la chasse. On va voir justement le nombre d'accidents de chasse depuis 2003 en 15 ans. En Franche-Comté, il y a eu au total 69 accidents et il y a eu quand même 7 décès, donc dus à des accidents de chasse en Franche-Comté au cours de ces 15 dernières années. Mais vous faites quoi? C'est-à-dire qu'au cours de cette formation, si vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas capable de tenir un fusil, vous ne lui accordez pas la formation? Alors, on n'en a pas le droit. Actuellement, le Code de l'environnement précise que les dispositions qui doivent être prises en cas d'incapacité doivent être prises par le préfet ou le juge. Donc ce n'est pas dans les compétences de la fédération de prendre ce type de décision. Mais vous pouvez signaler? Nous, on peut et on le fait. Bon. Daniel Bouchot, est-ce que vous êtes rassuré quand vous entendez que il y a quand même des efforts qui sont faits auprès des chasseurs pour la sécurité? Oui, nous on est rassurés parce qu'on n'a jamais à déplorer un seul accident au cours de nos randonnées. Mais vous avez quand même, vous, des consignes de sécurité. Vous disiez tout à l'heure que vous organisiez avec les chasseurs pour savoir où ils chassaient, vous vous organisez entre vous, mais en même temps, vous avez des consignes de sécurité très strictes que vous faites appliquer à vos groupes. Bien sûr, le port du gilet maintenant, qui est pratiquement obligatoire. C'est pas un gilet jaune, hein, c'est un gilet fluo, voilà. De façon à ce qu'il soit bien visible par les chasseurs. Tout à fait, et il y en a en général un en tête par l'animateur et un par le cerf-fil qui est à l'arrière et qui veille à ce que tout le monde soit rassemblé, surtout lorsqu'on passe dans les zones de chasse. Tout le monde rassemblé, c'est-à-dire qu'il faut marcher en groupe? Bien sûr. En chantant un peu, comme faisait M. Benès quand il était jeune? Pas tellement le chant. Et tout le monde respecte les... Ah, tout à fait. Mais c'est quand même aussi un paradoxe, parce que quand on veut aller se balader dans la forêt, c'est des fois pour être seul ou sans forcément avoir une structure avec des consignes de sécurité strictes. Oui, mais enfin, en général, c'est quand même très court. Hein. Le sentier passe en limite, etc. Donc, ce n'est pas pendant toute la randonnée. Hein, donc... on fait attention pendant cette zone-là. Gilles Benest, vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'il y a des moments, je le disais d'ailleurs à Pierre Février dans une réunion récente, il faudrait qu'on prenne exemple sur les chasseurs. Vous l'avez bien vu sur les photos, sur tous les reportages, les chasseurs ont tous un gilet fluorescent pour être visibles de loin, pour être sûr qu'entre eux déjà ils ne se mélangent pas. Et c'est ce que vous venez de dire. Il faudrait qu'on se promène en forêt avec ces gilets pour ne pas être confondu avec un gibier. Moi, et à un moment donné, ça me chiffonne un petit peu quand même. La nature est ce qu'elle est. C'est quand même un lieu de liberté, c'est un lieu de détente, c'est un lieu où on doit profiter, où on peut profiter des senteurs, des bruits, de cette particularité qui n'est pas le milieu urbain. S'il faut y aller protégé par une armure, alors pardon Monsieur Février sur cette comparaison un peu abusive, un gilet n'est pas une armure, mais quand même, s'il faut s'habiller
pour y aller, je trouve que c'est quand même un empiètement sur notre liberté. On va faire empiètement sur la liberté individuelle, Monsieur Février. Là où je vous rejoins bien volontiers, je pense que c'est surtout à nous de faire attention aux autres, Oui. par rapport à notre pratique. Donc imposer un vêtement en particulier ou un signe, je pense que ce n'est pas à nous de le faire. Par contre, pour nous-mêmes, on l'a fait, c'est notre choix, et ça ne doit pas faire diminuer la vigilance de chacun d'entre nous. Donc, je crois que la juste position, elle est peut-être un peu entre les deux. Si ça rassure quelqu'un de le mettre, qu'il le fasse avec grand plaisir, ce n'est pas à nous de lui imposer. Alors, justement, a priori, la sécurité n'est pas toujours assurée de votre côté. Donc, il y a quand même des associations qui demandent qu'un jour par semaine, il n'y ait pas de chasse sur notre territoire, notamment, par exemple, le dimanche, puisque c'est là où il y a le plus de monde dans les bois. Vous, en tant que directeur de la Fédération des chasseurs du Doubs, vous en dites quoi? Vous envisagez de ne pas chasser un jour et peut-être même le dimanche? Alors, vous l'avez dit, en tant que directeur, j'ai une vision qui est légèrement différente. Oui, vous allez être forcément. contre. Non, mais je veux dire que c'est pas tout à fait aussi simple qu'il y a des moments, il y a des périodes dans l'année et il y a des lieux où les choses s'y prêtent plus ou moins. Et le faire fixer un jour comme ça arbitrairement, c'est beaucoup plus compliqué qu'il peut y paraître. Parce que ça veut dire qu'il y a des chasseurs qui ne chassent que le dimanche, par exemple. La majorité d'entre eux sont des actifs. Hein. Il y a quand même un peu de retraités, quand même. Il y a des retraités, mais la moyenne d'âge dans le Doubs, elle est de 52 ans. Des chasseurs. Donc ça veut dire que la majorité d'entre eux est active. Ensuite, c'est pas la même chose quand on est en décembre, en janvier ou en février, le dimanche après-midi dans les bois, que le mois de septembre ou octobre. Il fait froid, donc les gens devraient rester chez eux et pas se promener. Non, c'est pas qu'ils doivent rester, c'est qu'ils sortent peut-être un peu moins quand même. On va demander son avis donc à Monsieur Bouchot. Vous, ça vous rassurerait? Vous êtes pour un jour sans chasse par semaine? Bien sûr. Il y aurait certainement plus de randonnées organisées ce jour-là. C'est indéniable. Oui, vous êtes plutôt pour. Oui, bien sûr. Monsieur Benest. Alors, deux volets. D'abord, je pense que si les chasseurs, tous, il y a toujours des exceptions, hein, mais parlons des bons chasseurs, acceptaient un jour non chassé dans la semaine, ce serait un signal très fort pour la société. Vous dites un jour dans la semaine, même par exemple le mercredi, ça vous paraît très bien? J'entre pas dans ce détail-là pour l'instant, parce qu'effectivement, si on fait ça un mardi ou un vendredi, ça n'a pas le même sens. Il faut quand même prendre, et M. Février l'a bien dit, le jour de la semaine où il y a beaucoup de gens qui doivent se partager l'espace, justement. Donc, si les chasseurs faisait ce geste-là, ce serait vis-à-vis de la société un geste extrêmement important. Je ne sais pas s'ils y ont pensé jusqu'à présent, mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que les chasseurs ne sont de très loin pas la majorité dans la société. Alors, on va entendre votre premier volet. On fait réagir M. Février. Vous n'êtes pas la majorité. Il y a dans le Doubs 8 000 chasseurs, en France 1 million. Les chiffres qu'on m'a donnés, c'est à peu près 15 millions de personnes qui pratiquent la randonnée, la marche à pied, etc. dans la forêt. Donc vous êtes numériquement en infériorité. Vous pourriez faire un petit geste? C'est évident. Je voudrais juste apporter une précision. Le chiffre officiel est que, personnellement, je trouve adapté parce que les statistiques, moi, je les manie à chaque journée. C'est 1 100 000 chasseurs. Ensuite, bien entendu, il y a beaucoup plus d'autres utilisateurs. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce qui n'est pas forcément le cas en Franche-Comté. La Franche-Comté a une situation un peu particulière par rapport à ça. Mais ce qu'on n'a pas cité, c'est que chacun des terrains concernés, forestiers ou agricoles, ont un propriétaire. Et que dans d'autres régions, ce n'est pas le cas dans le Doubs, puisqu'il y a une réglementation un peu particulière. Dans d'autres régions, ce propriétaire
à donner, ou c'est lui-même qui exerce son droit de chasse sur ces terrains. Voilà, ça, Donc il y a des promeneurs qui vont sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, c'est ça que vous voulez dire. Donc le propriétaire fait ce qu'il veut. C'est ce que vous sous-entendez. C'est pas qu'il fait ce qu'il veut, c'est qu'il reste quand même le propriétaire de ces terrains. Il y a monsieur Jeunesse qui Oui, je crois qu'il y a deux choses. Les propriétaires privés ont beaucoup de difficultés à ne pas pouvoir refuser le droit de chasse. Oui, ça c'est un point légal très précis. On ne va pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas l'ordre du jour. Je dirais que là, c'est quand même un point important. Pour les autres, pour le citoyen ordinaire et pour le chasseur quand il n'a pas de fusil, parce qu'il y a d'autres moments où il est promeneur comme nous tous. Là, il y a un droit d'aller et venir, une liberté constitutionnelle à la circulation qui est extrêmement importante et qui vaut pour tout le monde. Par exemple, le cueilleur de champignons, il y a une sorte d'usage où il a le droit d'aller se promener, même en dehors des chemins, tant que, et ça c'est une règle extrêmement importante qui avait été discutée notamment au moment où on a mis Natura 2000 en place en France, on peut aller dans les parcelles sous réserve de ne pas y laisser de pression de traces particulières. Donc, il n'y a pas de souci particulier pour le promeneur, pour quelqu'un qui se promène à pied. Éventuellement même pour quelqu'un qui se promène à vélo quand il reste sur les chemins. Quand on est avec un moteur, c'est un autre problème. Les dégâts sur les chemins sont d'une autre nature. Aller dans une parcelle, n'importe qui peut y aller, qu'on soit dans une propriété publique ou privée. Après, évidemment, il faut faire attention si c'est une parcelle en régénération ou pas. Mais alors, ce qui se passe déjà, ce que j'ai appris en faisant cette émission, c'est qu'en forêt de Chaillus, donc à Besançon, il y a des chasses en forêt de Chaillus. Elles sont déjà interdites le dimanche après-midi. C'est une forêt publique. Preuve que c'est faisable, c'est possible ? Si le propriétaire qui est la commune en forêt de Chaillus l'a décidé, bien entendu. Mais encore une fois... j'ai appris quand même qu'il y avait 6 jours et demi de chasse à Chaillus. Ça que je ne savais pas forcément. Potentiel. Possible. Potentiel. Voilà. Après, encore une fois, et là c'est bien la démonstration que le propriétaire a décidé de l'utilisation de l'espace dont il a la propriété, la pleine propriété. Le ramassage de champignons, par exemple, est un usage. Un certain nombre de propriétaires en interdisent la possibilité dans un certain nombre de départements. Pourquoi ? Parce qu'ils l'exploitent eux-mêmes. Voire des maires aussi sur certaines communes. Voire des maires. Donc, il faut pas si simple non plus que ça. On ne va pas tout résoudre en une demi-heure d'émission. On est bien d'accord. Soyons mais très simple. Pardon. Voilà, mais après, la question qui se pose, c'est quand même comment on s'entend les uns et les autres pour profiter les uns et les autres de la forêt. Comment vous vous organisez, vous, avec les chasseurs de Haute-Saône ? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous vous téléphonez, mais vous utilisez même les cabanes de chasse. Voilà. Alors, ça nous est souvent arrivé... pour pique-niquer, par exemple, lorsque le temps est incertain, de poser la question, et volontiers, ils nous ouvrent leur cabane de chasse pour qu'on puisse se restaurer, etc. Et vous pensez que ça, c'est un modèle qui peut être appliqué à d'autres départements, ou parce que c'est eux et parce que c'est vous ? Oh non, je pense que ça doit s'appliquer partout. Notre espace, il est ce qu'il est, il faut que tout le monde le partage. Il n'y a pas un espace pour les randonneurs, un espace pour les cueilleurs de champignons, pour les chasseurs, etc. Vous, ce que vous trouvez, c'est que le lobby des chasseurs pèse un peu trop lourd en France. Si vous voulez, le problème... C'est moi qui utilise le mot lobby, vous ne l'avez pas utilisé. Non, et je n'ai pas envie de l'utiliser parce qu'il serait parfaitement réciproque et les chasseurs nous diraient, à raison d'ailleurs, que nous-mêmes à FNE, nous sommes un lobby. Je crois qu'on peut jouer au ping-pong comme ça ne progresse pas. Ce que je constate quand même, je reviens aux propos que je tenais tout à l'heure, c'est que notre territoire, pour une part, est un bien commun. Au sens où, soit il appartient à personne, puisque le gibier reste nullius, si j'ai bien compris, soit il est effectivement classé au bien de la collectivité, exemple la forêt de Chaillus.
Ce que je constate, c'est qu'il y a des moments quand même relativement importants où il y a une appropriation pour une toute petite partie de la société, pardon pour le toute petite, parce que c'est pas 1,1 million, ça c'est les chiffres officiels, mais en réalité on est quand même bien en dessous du million, on est plutôt aux alentours de 850 000 chasseurs en France. Moi aussi j'ai les statistiques. Ils sont à peu près le même nombre que nous, en termes de militants, actifs, etc. Sauf que nous, on a un intérêt général. Il y a une appropriation à travers l'activité de chasse de deux choses. D'une part, l'objet lui-même, qui est l'animal qui est tué et qui finit dans l'assiette, que j'ai souvent proposé aux chasseurs, d'ailleurs, de partager avec eux, mais ils ne m'ont pas encore invité. Ça c'est un appel du pied, ça. C'est un appel du pied, voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a... Déjà, c'est pas un végétarien, visiblement. Non, mais je sais que ce sont des bons vivants aussi. Donc, bon. La deuxième chose qu'ils s'approprient, et qui est aussi un bien collectif, c'est l'espace. L'espace, n'importe quel citoyen, sous réserve bien évidemment du respect d'autrui, etc., est à partager par tout le monde. Et il y a des moments où on n'y arrive pas. Alors, je veux bien qu'on dise que ce qui se passe en Haute-Saône est exemplaire et que ça puisse se faire ailleurs. Moi, j'ai jamais, je vous le disais en préparant cette émission, je n'ai personnellement jamais rencontré un chasseur qui soit un viandard. Et j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Mais en attendant, on constate quand même qu'il y a pas mal de problèmes un petit peu partout. Alors je me refuse, c'est pour ça que je ne veux pas utiliser le mot lobby, à jeter l'opprobre sur toute une catégorie de la société, fussent-ils des chasseurs, des agriculteurs ou autres. Mais quand même, il y a une proportion qui pose problème. On va avancer un petit peu justement sur cette question de comment s'entendre, comment s'organiser les uns et les autres, puisque j'ai reçu des questions de téléspectateurs. Par exemple, de Gilles, qui pratique le trail. Il a déjà eu des petites frictions avec les chasseurs. Il voudrait bien cohabiter avec eux, mais il regrette justement qu'on ne trouve nulle part des informations sur les dates et des lieux de chasse. Et j'ai eu la même question de Marc, qui lui est vététiste. Est-ce que c'est faisable, ça, de mettre, vous, à la fédération, sur votre site, eh bien, tel jour, il y a une chasse à tel endroit, à tel autre, sur tel périmètre? Alors, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent déjà dans un certain nombre de communes. Certaines, par exemple, affichent les lieux de chasse à un endroit convenu dans la commune et connu d'à peu près tout le monde. C'est soit très souvent en mairie. Voilà, en mairie ou sur le tableau d'affichage à l'entrée de la mairie. Tout à fait. À l'heure d'Internet et des téléphones portables et tout ça. On y vient. Un certain nombre d'essais sont en cours pour que, soit sur des applications smartphones, soit sur des sites Internet, l'accès à l'information soit possible pour tout le monde. Donc, ces tests-là sont en cours. Ils vont vraisemblablement se développer. Il y a par exemple des essais en Haute-Savoie, la Haute-Savoie qui fait l'objet de... Oui, parce qu'il y a un vététiste qui a été tué par un chasseur, un vététiste anglais d'une 30aine d'années, tué par un chasseur au mois d'octobre. Et donc il y a aussi en Alsace quelques tentatives, un grand terrain de chasse bien entendu, et grand terrain de randonnée. Il y a une tradition de cohabitation permanente, je reviens sur ce point-là, en Alsace, il n'y a pas plus d'accidents qu'ailleurs. Il n'y a pas de non-chasse le dimanche en Alsace. Je crois que la question du jour est un faux problème parce que le cas de Chaillu, par exemple, en septembre, n'est pas le même qu'une commune extrêmement rurale au mois de février ou même au mois de septembre. Et que chaque lieu doit faire l'objet d'un choix commun qui devrait être fait avec les randonneurs, avec les utilisateurs de la nature. Ils sont invités à participer à ce type de choix, à ce type de décision dans chaque fédération. Tous les 6 ans, parce que tous les 6 ans, et vous l'avez fait récemment, je crois. Tout à fait, on l'a fait au printemps. On rédige en gros la dynamique politique pour les 6 ans à venir. C'est-à-dire une espèce de charte racontez, Monsieur Bouchou. Nous avons eu une réunion où nous étions conviés avec la Fédération de chasse, des chasseurs, pardon.
C'était la Fédération des chasseurs qui a invité tout le monde. Qui a invité pour nous proposer un peu ce plan de protection des gibiers, etc., etc. Donc vous êtes quelque part associé officiellement. Tout à fait. Et vous seriez d'accord pour qu'il y ait sur un site internet des lieux de chasse, des applications sur les téléphones portables? Ah oui, je pense que c'est l'avenir. De toute façon, il va falloir y aller. Oui. C'est difficile de passer à côté. Autant utiliser les moyens dont on dispose. Si on vous donne à choisir entre le site internet et le dimanche sans chasse, vous choisissez quoi? Pourquoi choisir? Je ne choisirais pas, mais le mariage des deux me paraît une bonne solution. Monsieur Benest, sur justement les nouvelles technologies, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée et que c'est vers ça qu'il faut aller? Je dirais rapidement, pas parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je dis pas qu'il faut, je dis qu'on peut. Pardon? Je ne dis pas il faut aller, je dis on peut aller. Oui. Il y a probablement d'autres moyens et je partage tout à fait cette rencontre-là. Il y a juste quand même une chose, c'est que ce genre de rencontre se fait avec les citoyens qui sont organisés dans des associations. J'ai beaucoup travaillé sur les activités de loisirs en pleine nature. Et on s'aperçoit que le gros problème, et ça vaut tout particulièrement pour la randonnée pédestre, quand on compte vos adhérents... Alors 230 000 au niveau national et 5 millions de randonneurs actifs. Voilà, tout à fait. Et ça montre bien qu'en réalité, quand vous touchez la fédération, vous ne touchez pas tout le monde. Et alors, comment on fait avec les autres? Alors, c'est ça le problème. Monsieur Février, une réponse? Mais on touche là à la question de la représentation dans le... Alors vous êtes super bien organisés, vous les chasseurs. Oui, mais les randonneurs aussi. Oui, mais pas le citoyen ordinaire, c'est ça le problème. Monsieur et madame tout le monde, je suis désolé de vous couper. On laisse parler monsieur Février, mais vous pensez, vous, que vous avez des efforts à faire et que vous êtes dans le bon sens? Vous allez dans le bon sens? En tout cas, on y travaille. Et en tout cas, on a fait l'effort. Mais pas seulement l'effort, je crois que c'est avec grand plaisir. La Fédération de randonnée du Doubs, elle fait son assemblée générale à la Fédération des chasseurs. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc visiblement, cet espace à partager, eh bien on y va tout doucement mais sûrement. Merci de votre attention, bon dimanche après-midi à tous. Au revoir.